Voici le Journal du soir. Et voici vos animateurs. Monsieur Carl Brochu, et ce soir, ses comparses seront follement Monsieur Hugo Girard et Mademoiselle Allaire, dont j'oubliais son prénom, mais c'est pas grave, Alexandra. Et voici Monsieur Carl Brochu. En remplacement de François Saint-Louis ce soir, François m'a annoncé hier à l'émission que j'allais le remplacer. Il est parti garder l'écurie chez sa fille. Il va peut-être se connecter avec nous. Ce sera sa première expérience de Saint-Denis-sur-le-Richelieu. On va voir parce que ce soir, on va avoir plusieurs invités. On essaie de se connecter pour une première fois en direct d'un lieu public là, qui est d'un bar, Daniel Saint-Hilaire, qui veut venir nous parler des dernières nouvelles concernant Équipe Nation Québec, va tenter de se joindre à nous aux alentours de 10 heures. Alors, je laisse Jean-Marc s'occuper de la technique. Il y a Hugo Girard, comme d'habitude, le mercredi, qui va se joindre à nous. Et comme d'habitude aussi, une fois sur deux, à toutes les 2 semaines, elle, c'est bi-hebdomadaire. C'est Alexandra Dallaire qui m'a parlé de certaines choses qu'on n'a pas eu le temps de se reparler sur Messenger. Et je vais commencer avec Alexandra, que je vois qui est connectée avec moi actuellement. Salut Alexandra, comment ça va? Ça va bien. Je me demandais ce qui se passait. J'avais pas de nouvelles. Je pensais qu'on avait des problèmes. Non. C'est que des fois, M. Mayou aime déborder le 9 heures. Puis, je connais un peu les traditions amérindiennes. Eux, tu sais qu'ils n'ont quasiment pas d'heure parce que pour avoir joué au hockey contre des équipes amérindiennes, on pouvait commencer le match avec 4-5 joueurs. Et parce qu'eux autres, on leur disait arriver à telle heure et ça semblait pas être dans leur culture. Donc, M. Mayou, je suis aussi très honoré qu'il fasse partie de l'équipe de Radio Infocité. Donc, des fois, il veut déborder l'émission. Donc, on le laisse tout le temps prendre le temps qu'il veut. Et nous, on a quand même une bonne heure et demie à se jaser ensemble d'actualité. Puis, je voulais commencer par toi, Alexandra, parce que tu nous avais parlé du milieu universitaire, le financement des universités. Et tu m'as envoyé un texto là-dessus et j'aimerais ça que si tu le veux bien sûr, nous aborder l'idée que tu nous avais lancée à une des émissions que je pense que c'est la dernière qu'on a fait ensemble. J'avais dit dans le fond qu'on devrait donner des crédits pour s'impliquer dans son association étudiante pour inciter les jeunes à justement à se saucer là-dedans parce que pour l'instant, ils n'ont aucune raison de le faire, ce qui fait que c'est les plus exaltés qui le font tout le temps. Donc, effectivement, si on récompensait les étudiants par des crédits, parce qu'on sait quand on fait un baccalauréat, je pense que c'est encore la norme, on doit choisir 2 cours hors bac pour compléter notre formation universitaire. Puis, dans ces crédits-là, moi, dans le temps, en tout cas, c'était 6 crédits. C'était 2 cours de 3 crédits qu'on devait choisir ailleurs. J'avais choisi ça en théologie, moi, je crois. Et j'avais suivi un cours de psychologie, je crois. En tout cas, j'avais... donc, ça doit être la norme. Puis, effectivement, aujourd'hui, quand on voit toute la tâche que ça implique de s'impliquer au niveau étudiant, si on récompensait ça aussi par des crédits le temps que tu passes, que tu apprends comment fonctionne une salle, comment une assemblée générale fonctionne, comment ça se monte, comment l'organisation d'un référendum se
se monte aussi. Donc, j'ai trouvé l'idée très intéressante. Maintenant, tu m'as posé la question, comment on pourrait faire pour faire aboutir cette idée-là? Oui, c'est ça que je posais comme question. Ben ça, moi, je pense que c'est en militant dans des partis politiques, puis c'est de plus en plus difficile de faire avancer des idées dans les partis politiques, mais les partis politiques sont supposés de servir à ça, Alexandra, que quand tu as des idées comme ça, tu vends des cartes de membres, tu essaies de diffuser ton message à l'intérieur d'un groupe qui partage tes opinions, puis ensuite, tu essaies de prendre de l'importance au niveau politique. Une idée comme ça, si on croit aux partis qui sont en place, soit Québec solidaire ou Parti québécois, tu t'achètes une carte de membre, dans une assemblée générale d'un comté, tu t'écris ton idée sur un papier, puis tu l'inscris dans un débat dans un parti politique X. Puis c'est supposé si ton idée est bonne, puis si t'es vendeuse, t'es supposé d'être capable d'attirer l'attention de tes confrères et consoeurs pour faire avancer ton idée, puis ensuite que ton idée aboutisse comme un élément de la plateforme électorale de ton parti à la prochaine élection, puis ensuite que ça devienne un projet de loi. C'est un peu le cheminement, moi, que je crois, là, mais là, tu dois passer aussi par le milieu étudiant, là, pour faire valoir ton idée. Mais tu sais, moi, je m'attendais un peu plus à, je sais pas, moi, il n'y a pas une boîte de suggestions chez les députés. On pourrait écrire un petit mémo, puis où il faut absolument jouer dans le camp de la partisanerie. Ben, ça dépend jusqu'à quel point tu crois à ton idée. Si tu es capable de mobiliser 25 personnes pour cette idée-là parce que tu la crois bonne, puis tu en as parlé à d'autres, puis elle est tellement bonne, ton idée, qu'ils sont prêts même à aller prendre un café avec quelqu'un qui va t'en parler. Puis souvent, c'est la personne qui a trouvé l'idée. Donc, tout est là-dedans. Là. Si t'envoies juste un mémo à ton député, ça peut rester juste un mémo. Mais si l'idée n'en vaut la peine, moi, j'encourage tout le temps les gens à essayer de s'attirer un groupe d'influence. Aujourd'hui, tu as toutes sortes de réseaux sociaux qui te permettent de faire des vidéos puis de l'expliquer. C'est ce que j'ai apprécié beaucoup de chez M. Nantel. M. Nantel, là... dans le fond, quasiment d'un garde-robe, fait des vidéos où il nous informe de toutes sortes d'éléments que je connaissais pas, qui fait que j'ai le goût de militer pour un gars de même, puis qui est vraiment pas attaché à aucun pouvoir. Donc, lui, il a pris la peine de faire connaître ses idées, puis ça prend beaucoup de courage aussi. C'est... quand tu te mets à jouer là-dedans, ben, tu vas avoir des adversaires. Tu vas avoir du monde qui vont te traiter de toi et non, parce que là, ils vont penser que t'es noyauté ou t'es commandité. Donc, il y a toutes sortes. Faire avancer des idées politiques, c'est très, très long dans une société. Ça prend beaucoup de patience. Mais souvent... c'est aussi le regroupement de plusieurs personnes qui ont de bonnes idées qui, à un moment donné, font avancer les choses. Puis c'est pour ça que tu me posais la question. Puis c'est un mystère souvent pour tout le monde. Tu suis la politique comme moi, puis on ne sait pas encore comment, quand on a une idée, comment la faire cheminer pour qu'elle devienne une loi, ou en tout cas que... Puis encore là, si tu fais une loi que personne croit, comme la loi de la laïcité, la loi 21, où on s'en va, là, qu'on pense qu'il va tout régler les problèmes de la Terre. Ben moi, j'ai passé la journée à Laval aujourd'hui. J'ai travaillé toute la journée à Laval. J'ai eu 4 clients qui sont venus me demander des cartes d'affaires, tous en anglais. Et je vais te dire, comment je pourrais te dire,
il y a beaucoup d'idées politiques en ce moment là, qui urgent qu'on doit faire connaître. Puis ton idée là, d'essayer d'impliquer les étudiants, parce qu'on le sait que les mouvements étudiants en ce moment, ça tourne pas rond. Il y a des universités là, qui ont développé là, des groupuscules là, qui influencent beaucoup le message qui se véhicule dans nos universités aujourd'hui. Ça n'arrive pas nécessairement de grands intellectuels, mais de gens qui sont là pour des intérêts qu'on a de la misère à comprendre. Donc, c'est ça. Moi, c'est sûr que j'encourage toute initiative pour améliorer la démocratie au niveau universitaire et cégepien au Québec. Puis moi, j'ai toujours dit aussi que les antifas étaient aussi beaucoup d'Ontariens anglophones qui viennent régler des comptes québécophobes ici en territoire québécois. Qu'il y a beaucoup d'éléments là qui viennent pas étudier pantoute là. C'est pas ça leurs intérêts, c'est venir pour des... mais ça, là, on tombe dans le complotisme. Mais à Radio Infocité aussi, un de ceux à qui on donne la parole, qui souvent sont taxés de toutes sortes de visions politiques, mais DMS est pour moi une des sommités en ce moment au niveau informationnel, qui nous a appris à les connaître quasiment individuellement, les antifas. DMS a fait un travail colossal, journalistiquement parlant, que TVA, Radio-Canada doit rougir face au travail bénévole de ces gens-là. Le Parti québécois a à rougir face au travail bénévole de Jean-Jacques Nantel et de plein d'autres qui en ce moment se mobilisent, dont toi, Alexandra, qui vient nous voir une fois ou 2 semaines, puis qui commence à avoir des idées. Ça, j'aime ça. Excuse-moi, ça a été long, parce qu'après ça, on va introduire Hugo, qui me regarde avec une face. Alors, termine, Alexandra, là, ça fait trop longtemps que je parle. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le mouvement, je dirais, du média alternatif. Je me sens plus consommatrice que participante là, en ce moment. Je consomme beaucoup de Radio Infocité et les autres, Nomos, etc. J'en avais parlé un petit peu à Hugo avant de commencer l'émission. Je voulais aujourd'hui peut-être faire mention, je voulais faire une référence à une vidéo de Alexis Cossette-Trudel qui a été diffusée il n'y a pas longtemps. Parce que non seulement, je pense que c'est important de louanger le mouvement du média alternatif, je pense aussi qu'il faut dénoncer quand on entend certaines dérives. Et, j'imagine que tu ne sais pas trop de quoi je parle, mais... je sens que tu vas me l'expliquer, là. Alexis Cossette-Trudel, moi, je le trouve quand même intéressant, il est divertissant, mais je pense qu'il y a 2 vidéos de ça... a clamé haut et fort qu'il était cyber-hacké par une organisation paramilitaire, si j'ai bien compris, parce que son ordinateur avait de la misère à faire rouler son logiciel. Puis là, je faisais à manger quand j'écoutais ça, puis je disais, ça n'a pas de sens, ce que je viens d'entendre là. C'était presque surréaliste. J'entendais plein de jargon de vieux films de hackers des années 80. Là, j'ai été cyber-hacké. Et puis je pense qu'Alexis Cossette-Trudel ne connaît pas beaucoup les ordinateurs. Puis c'est pour ça qu'il doit penser qu'en ce moment, il y a un gros complot contre lui, puis qu'il y a des hackers qui est en train de jouer avec ses frames, comme il dit. Puis je voulais le dire aujourd'hui parce que ça, c'est une dérive. Ça, il faut comprendre quelque chose. Puis s'il y a du monde qui nous écoute, qui écoute aussi Alexis Cossette-Trudel, j'aimerais ça que vous lui montriez cet extrait-là parce que faut vraiment qu'ils comprennent quelque chose. Monsieur Alexis Cossette-Trudel, c'est pas des hackers. Moi, je me rappelle que vous avez dit que vous avez reçu un nouvel ordinateur il y a pas très longtemps, un MacBook Pro. Le problème, d'après moi, c'est que votre ordinateur, c'est de la merde. Parce que Apple, c'est pas bon. Puis c'est ça qui fait ralentir votre streaming, parce que vous faites des multiples streaming. Pour comprendre comme il faut comment un ordinateur fonctionne, un MacBook Pro, vous avez tous déjà vu ça.
C'est un ordi très mince, portable. Oui, oui. Bon. Tu sais, faut comprendre quelque chose, là. Regarde, mon chum, lui, il fait des ordinateurs pour le fun, là. On a à peu près 5-6 PC chez nous, là, boostés au bout, là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les affaires à l'intérieur de l'ordinateur, toutes les pièces, produisent de la chaleur. C'est pour ça qu'on a toutes des grosses tours avec plein de fans qui fait beaucoup de bruit, là. Voilà. C'est pour dissiper la chaleur. Donc, le problème avec le MacBook Pro, c'est que c'est tellement mince qu'il n'y a pas de ventilateur. Fait que pour pas que ça explose, dans le fond, il y a un effet d'entonnoir qui se produit, puis ça réduit la performance de l'ordinateur. Fait que c'est vraiment le pire ordinateur pour faire du streaming multiple. C'est le pire. En plus, c'est du Mac, c'est pas efficace. Moi, je comprends pas, là, ceux qui ont des Mac, moi, ça me fâche, excusez-moi, là, mais ça me fâche, les propriétaires de Mac, c'est tellement des gens têtus, puis dans leur monde, là, qui pensent que c'est bon, leur affaire, ça l'est pas. Il y a personne qui connaît un ordi qui va acheter un Mac. C'est juste payer cher pour quelque chose de pas très bon. Bon. Voilà, le message est lancé. Ah non, écoute, moi, je l'ai écouté, cette émission-là, Alexandra, puis je suis d'accord avec toi. Si ce que tu dis ce soir est vrai, puis j'espère qu'Alexis va répondre à ta remise en question d'un complot, parce que là, il faut effectivement tempérer. Nous, on a des problèmes techniques. On s'est fait couper par YouTube. On n'a pas trop protesté. On sait pourquoi. C'est parce qu'on a passé à un moment donné un enregistrement vidéo de l'Europe. Puis ça semblait être trop long pour YouTube. Puis il y a eu des droits d'auteur. Puis ils ont coupé tout de suite. Donc, on aurait pu dire, ah oui, c'est parce qu'on est victime d'un complot. Mais moi, c'est des choses là, que je vis depuis plusieurs années. Quand on fait de la politique, là, les coups viennent, puis on ne sait pas d'où ils viennent. Puis on est dans une colonie depuis 260 ans, et ce phénomène-là est maintenant une culture qui s'est développée, et il est très difficile là, maintenant. Écoute, j'ai passé une journée pénible à Laval. Quand on est une des seuls... moi, je suis un des seuls à en parler, l'île de Laval, qui était au référendum en 95 de l'ordre de 75% de francophones et de souche. Et aujourd'hui, on est rendu en bas de 50%. Puis moi, je le constate à Laval, ça fait 15 ans que je suis à Montréal. Puis du début que j'étais à Montréal, puis j'ai travaillé plusieurs fois, c'est particulier comment... on a réussi à changer la population dans un silence absolu. On parle souvent de Montréal. Moi, je peux vous parler de Laval. J'ai, comme je vous dis, autour du camion aujourd'hui, 4 clients. Les 4 m'ont abordé en anglais. Puis un autre passante qui est passé avec sa poussette, puis qui m'a adressé en anglais pour que je puisse la laisser passer. Puis j'ai demandé si elle parlait en français, puis elle m'a répondu d'une façon très bête, non. Tu l'as laissé passer? Ben oui. Je suis quand même courtois. Comment je pourrais te dire? Par contre, je peux te dire une chose. J'ai été manger au Subway. Parce que souvent, j'ai un travail... J'avais la chance d'être juste à côté d'un centre d'achat. Puis j'ai été me chercher un sandwich et en rentrant... Le gars me dit « Bonjour, aïe ». Fait que là, vous voyez mes cheveux frisés et dépeignés ce soir. Ils se sont frisés et dépeignés à nouveau. Et là, je colle mon sandwich. J'ai pas parlé. Puis là, à un moment donné, je pensais que c'était un employé. J'ai dit... En tout cas, j'ai dit « Tu diras à ton boss. » J'ai dit « Bonjour, aïe ». J'ai dit, avez-vous peur que les Anglais ne comprennent pas le mot bonjour? J'ai été deux semaines en Allemagne, puis je m'en rappelle, moi encore, que c'est Guten Tag, bonjour en allemand. Puis vous pensez qu'un Anglais qui vit à Montréal ne serait pas capable? Il faut absolument que tu lui dises aïe au bout pour qu'il comprenne ce que tu lui dis en arrivant. Fait que là, ça devient du délire.
Et je lui ai dit, là, je pensais que c'était l'employé, mais écoutez l'histoire. J'ai dit, moi, j'ai dit, tu diras à ton boss que j'ai passé à 2 poils de revirer quand tu me dis bonjour, aïe. Parce que j'ai dit, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Puis il m'a fait une face. Puis il a tout de suite compris, puis il dit, je suis le propriétaire. Puis j'ai dit, en tout cas, puis j'ai dit, pourtant, j'ai dit, vous semblez avoir un accent français. Vous semblez venir de la France. Il dit, non, je suis libanais. Donc, j'ai dit, tabarnouche. J'ai dit, embarquez avec nous autres. J'ai dit, ça n'a pas d'allure. J'ai dit, là, hey, j'ai dit, il est complètement inutile. C'est juste ça que j'ai dit. Puis, mais il a fallu que je prenne la peine de le dire. Puis, je fais ce que Mathieu Bock-Côté nous a dit. C'est la meilleure façon, là, d'essayer de résister à ce que Trudeau puis les fédéralistes essayent de faire depuis 95 puis depuis 260 ans. Ils ont réussi dans 9 provinces sur 10. Puis là, depuis la peur qu'ils ont eue en 95, ils ont dit jamais plus jamais. Puis là, ils ont pris les grands moyens. Puis il y a une anglicisation de la région de Montréal en ce moment qu'on ne vit pas ailleurs au Québec, ce qui me désole énormément. Quand on parle de paix linguistique, je me le demande, les critères qu'on avait à l'époque pour mettre fin à la guerre linguistique que la loi 101 a mis sur pied pour essayer d'assurer notre pérennité. Si on établit les critères, là, moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, on aurait toutes les raisons au monde de mettre fin à la paix linguistique. On doit mettre fin à la paix linguistique. La paix linguistique, c'est encore la novlangue. L'autre affaire aussi, c'est on doit expliquer aux nouveaux arrivants qui doivent faire partie du combat de la seule province française. Puis de sortir de l'idée, quand ils nous les emmènent, que le Canada, c'est un pays bilingue, qu'il n'y a pas de problème. À Laval, on se fait répondre quand on dit « Parles-tu français? » Non, on est au Canada. C'est ça qu'ils nous répondent. Donc, on le sait qu'ils servent d'outils politiques. Donc, je ne peux pas en vouloir aux Libanais du Subway de m'avoir répondu « Bonjour, hey, il essaie de gagner sa vie, le bonhomme. » Mais je peux quand même y dire poliment « Hey, chummy, excusez l'anglicisme, mais tu peux-tu essayer de travailler avec nous autres? On va t'accueillir puis tu vas avoir du fun avec nous autres, je te le jure. » C'est la seule affaire. Puis c'est beau que tu me montres la carte. Je ne sais pas si les partisans le voient, là, pas les partisans, nos auditeurs. Mais là, Alexandra, permets-moi, excuse-moi si je suis long ce soir, parce que j'ai un autre sujet tantôt à vous traiter de Équipe Nation Québec qui m'a mis le feu au derrière aujourd'hui. Mais là, je veux accueillir M. Hugo Girard. Excuse-moi, Hugo, si j'ai été long. Mais là, on va se jaser. Puis je te laisse la parole. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Je vais rebondir sur Alexis Cossette-Trudel. Ah ouais, donc? La façon que moi je vois ça, là, c'est vrai qu'Alexis Cossette-Trudel, de toute évidence, c'est pas un informaticien, là. Donc, je pense pas qu'il soit capable de faire directement l'analyse juste de ses problèmes techniques. Par exemple, il n'est pas tout seul. Je pense qu'il y a quelqu'un avec lui, là, sûrement, mais ça serait à vérifier, qui s'occupe de la technique. Mais après ça, ben, c'est sûr que si on se met dans la peau d'Alexis Cossette-Trudel, à un moment donné, lui, il rejoint tellement de monde dans ses directs. Il a dit qu'il rejoignait à peu près 10 000 personnes. Ça fait que quand tu milites, puis tu commences à avoir beaucoup d'impact comme ça, ben c'est normal là, qu'à un moment donné, tu deviens un peu parano, avec raison, surtout quand tu connais les méthodes perverses de nos adversaires historiques. Puis, une technique qui est souvent utilisée,
c'est de faire passer un résistant pour fou. Donc, par exemple, en créant des problèmes techniques, là, tu sais, comme des vues qui disparaissent de vidéos YouTube, des petits problèmes techniques que quand tu le soulignes, là, ça te fait passer pour fou, pour quelqu'un de paranoïaque. Puis ça, c'est un piège que c'est difficile de ne pas tomber là-dedans. Puis, mais les auditeurs qui sont bien informés de ces techniques de manipulation-là vont être compréhensifs de la situation que vit Alexis Cossette-Trudel. Non, mais ouais. Hugo, c'était pas un complot, là. C'était clairement un problème technique dû à un ordinateur pas assez fort pour faire ce qu'il veut faire, là. OK, ça se peut, mais ça faisait 3-4 logiciels qui plantaient. Ben, c'est ça, mais c'est des logiciels maison, tu sais, que personne connaît. C'est sûr, c'est pas optimisé, puis c'est encore moins optimisé pour Mac, là. Écoute, t'as oui. possiblement raison, mais Alexis Cossette-Trudel, il y a eu d'autres choses qui lui sont arrivées. Ça fait que là, à un moment donné, c'est sûr que lui, il s'attend à des attaques. Donc, c'est ça qui l'a mis en déroute, là, aussi. Là. En tout cas, regarde, moi, s'il veut un conseil, puis s'il veut vraiment diminuer ses problèmes techniques, là, premièrement, qu'il vende son Mac, là, parce que c'est pas bon. Puis qu'il achète un PC. Un vrai, PC. Là. Tu sais, un PC au PC. Un PC avec une tour puis des fans, là. C'est ça qu'il faut, là. Puis au pire, s'il veut vraiment un portable, là, un Alienware. Mais pas un Mac. Pas un MacBook Pro. C'est comme la pire affaire. Pire. Écoute, moi, je pense que c'est ton conjoint qui est un spécialiste là-dedans parce que je vois aussi comment tu es équipé maintenant, puis ton son est maintenant impeccable. On voit que techniquement, tu sais de quoi tu parles et tu sembles être très bien renseigné par... Non, mais donc, je pourrais demander à mon conjoint d'en faire un PC. Ben oui, absolument. Puis ça va nous faire plaisir. L'argent du MacBook Pro, c'est parfait. Là. Vous savez qu'Alexis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, Alexis, mais on a eu des liens très, très proches là, à la dernière campagne électorale. Il m'avait nommé comme étant son organisateur principal et j'ai connu Alexis là, vraiment de près. Et je peux vous dire que c'est une très bonne personne qui c'est un patriote. Qui a effectivement, dans la ligne éditoriale qu'il a choisie, on l'a connu surtout avec l'arrivée de Donald Trump. C'est un des premiers quand même à avoir démystifié Donald Trump, puis il l'a bien fait. Puis c'est comme ça aussi, ça explique beaucoup sa popularité ici au Québec. Puis là, de plus en plus, il y a beaucoup de personnes qui lui conseillaient de parler un peu plus d'actualité québécoise, puis de lâcher Trump un peu. Mais je pense que là, il s'est adapté beaucoup. Puis son succès est merveilleux parce que je pense que effectivement, l'ego peut peut-être grossir un peu, puis là, tu te mets à avoir des complots partout. Puis je suis d'accord avec Hugo. Ce que Hugo a voulu dire, Alexandra, je crois, c'est que Alexis répond à une clientèle qui a subi peut-être des fois la coupure de Facebook, la coupure de YouTube. Puis quand il relance des idées comme ça de gens qui complotent contre lui pour le bloquer, moi aussi, j'ai vu cette émission-là, là, puis je suis d'accord avec toi que il doit vivre avec ça, en tout cas. Il doit rester imperméable face à ça. Il doit essayer de livrer son information malgré les embûches. Il peut en parler, mais on doit rester, à mon avis, relativement stable là-dessus. Puis les médias dans lesquels il œuvre en ce moment, on expérimente tout le monde.
Donc, c'est très dur de reprocher à Jean-Marc Drolet ou à d'autres qui essaient de mettre en onde des émissions. Il y a des paramètres qui changent à tous les jours. Puis, même pour un gars du calibre de Jean-Marc Drolet, moi, Jean-Marc, je me sens très à l'aise de monter un empire médiatique avec lui. Même si on vit des problèmes, je vois que c'est quotidien. Donc, on peut voir des complots partout, mais je suis bien content de voir, Alexandra, ta critique ce soir. C'est vraiment à point. Moi, je pense que tu l'as suivi de près. Puis ton commentaire doit avoir des suites. Moi, j'ai bien hâte de voir. La prochaine fois que tu vas nous voir dans 2 semaines, je sais que tu suis Alexis. Moi aussi, de temps en temps. Puis, s'il te répond, je serais très content. Puis, Alexis a déjà fait des émissions avec moi à Radio Infocité. Puis, je connais personnellement Alexis. Puis, c'est sûr qu'on est dû éventuellement là, pour faire une émission ensemble parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Mais tu sais, je veux pas prêter de mauvaises intentions à personne. Là. Moi, ben, tu sais, il y a toujours une petite arrière-pensée qui traîne un peu dans ma tête des fois. Je remarque ça aussi avec... parce que je suis André Pitre aussi, là. Puis des fois, j'ai l'impression qu'il joue beaucoup sur un petit peu sur la fibre « Nous sommes la résistance ». Puis il rend ça un peu spectaculaire pour peut-être avoir un peu plus d'attention, là. Ben écoute, effectivement, on pourrait peut-être faire une prochaine émission, les deux, avec une chandelle puis la lumière tamisée en essayant d'attirer l'attention. Mais chose certaine, c'est... moi aussi, je suis un peu André Pitt aussi. J'ai suivi un peu le candidat, voir un peu quand Stupid est entré dans son nouveau studio. Moi, je connais un peu les coûts d'un local comme ça. Puis, je me demandais comment il faisait pour se payer ça, pour monter. Puis, c'est la technique. Et moi, j'ai essayé de monter le strict minimum. Et j'ai dû investir de mes petits sous personnels, environ 2000 $ pour être capable de me connecter à Radio Infocité. Jean-Marc m'a commandité certains éléments techniques, dont le micro dans lequel je parle ce soir, puis je le remercie. Puis, ça coûte très cher. Oh ouais, puis, une denrée très rare aussi, si on veut monter un réseau éventuellement beaucoup plus solide, c'est d'avoir 2-3 Jean-Marc, des régisseurs, des gens qui nous mettent en onde. Et ça, on est lié à ces gens-là et il faut monter une expertise. Et c'est pourquoi moi, depuis que je m'implique, merci Jean-Marc, une belle chandelle. Pourquoi je m'implique aussi, c'est éventuellement pour réussir. La première personne qu'on doit rémunérer à Radio Infocité, c'est un régisseur. Un régisseur qui parce que ça, c'est l'élément central. Puis par la suite, les artisans qui vont s'y greffer pour vous informer. À mon avis, les plus talentueux, avec le marché de YouTube aujourd'hui, puis de tous les réseaux sociaux. Regardez Benjamin Tremblay, comment il réussit à bien quand même financer, puis en vivre un peu. Au Québec, on n'a pas une grosse clientèle, mais l'autre chose aussi que je veux traiter éventuellement, c'est la francophonie. C'est le web nous donne l'occasion de tomber en lien avec des gens qui font la même chose que nous autres en France et ailleurs. Puis, mais là, je suis bien content d'avoir mon gars de Charlevoix aussi. Salut, Hugo. Retour, Hugo. Ouais, salut. OK, je vais faire un commentaire là-dessus encore. Là. Puis, oui. L'autre 2 semaines, j'avais fait l'émission avec Jean-Marc. Ça a été bien intéressant parce qu'on avait parlé d'informatique. Puis, vas-y. Je disais que tu sais, quand c'était bien fort Anonymous, là, puis on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de gens des hackers, tu sais, des cracks en informatique qui étaient vraiment concentrés là, dans le militantisme et plus de gauche. Et j'ai toujours trouvé, moi, que ça manquait là, chez les nationalistes là, d'avoir des armées d'informaticiens, là, tu sais, des hackers, puis des gens qui sont vraiment des spécialistes pour appuyer le mouvement
Puis souvent, ces gens-là, ils aiment ça être dans l'ombre, puis c'est bien correct comme ça, tu sais, puis ils viennent nous appuyer. Puis il faut aussi, là, si on fait une mise à jour technique dans le mouvement nationaliste, ça va être bon, c'est esthétique aussi, dans le sens que ça nous met un pied dans l'avenir, là, tu sais. Parce que le mouvement nationaliste, on est beaucoup sur l'histoire, tu sais, on est beaucoup sur le patrimoine, la culture. Puis si on investit aussi le domaine de la technique, de l'informatique, ça vient vraiment là donner un aspect esthétique intéressant au mouvement. Voilà. Un peu futuriste, tu sais, on dirait que ça, je pense que ça pourrait donner un nouveau souffle aussi au mouvement. Puis après ça, ben, des fois, on veut faire des pas trop vite, mais si on ralentit puis on se concentre sur créer des bons outils, ben, après ça, même si on fait un repli stratégique pour se concentrer, pour se faire des bons outils, après ça, on va aller 2 fois plus vite. Là. C'est comme l'histoire du lièvre et de la tortue. Là, tu sais. Donc, c'est un peu ça mon commentaire. Là. Je trouve que c'est intéressant ce qu'Hugo dit. Ça me rappelle toujours que le mouvement, en tout cas, dans notre côté de la clôture, devrait apprendre à utiliser le langage des mèmes un peu plus. Oui. Alexandra, je pense que tu lis dans mes pensées. Il y a M. Régis Ostigny dimanche à l'émission qui nous a parlé de télépathie. Effectivement, ce que tu dis là est très intéressant. Attends un petit peu. Jean-Marc? Alexandra, j'aimerais ça qu'elle développe là-dessus parce que... Oui, vas-y. Pourquoi tu trouves qu'on devrait développer la maîtrise des mèmes? Parce que les mèmes, c'est la nouvelle façon de frapper l'imaginaire des gens. Ah oui. C'est la façon de connecter avec eux. Peux-tu nous expliquer c'est quoi un mème? Oh, un mème, c'est un genre de... Comment on pourrait dire ça? C'est une inside joke partagée par tout le monde. Oui. Ça serait un peu ça. Oui, puis moi, même... C'est une satire d'une expérience que la plupart du monde vont partager. Est-ce que c'est toujours sous la forme d'une image qu'on peut publier? Oh, mais ça peut être bien des choses. Il y a souvent des séries même maintenant. Il y a des personnages même. Je ne sais pas si vous connaissez Pépé la grenouille, là, qui est souvent associé au troll contre la gauche. Là. Ah oui? Il va falloir que tu me la montres, Alexandra. T'enverras des images dans ce temps-là, tu m'enverras des images à Jean-Marc sur Messenger pour qu'on puisse le montrer aux auditeurs. Regarde, c'est la grenouille aux États-Unis, là, le symbole de la droite pro-Trump américaine, l'espèce de grenouille ou crapaud avec des gros yeux là, verts. Oui. Je pense que Jean-Marc va nous le montrer de toute façon dans les prochaines minutes. Puis, oui, moi, les mèmes, là, c'est parce que j'en ai parlé justement cette semaine. C'est pour ça que je te disais qu'on faisait de la télépathie. Moi, j'étais un gars qui s'est intéressé beaucoup quand j'ai fait des affaires au niveau marketing. Puis, quand j'ai fait de l'organisation politique, la présentation, puis le message qu'on veut lancer est souvent très éphémère. Puis, le peu de temps d'attention que tu peux avoir de quelqu'un, faut que tu en profites. J'ai appris ça en vente, j'ai appris ça en marketing. Puis si on réussit effectivement, puis depuis que je fais beaucoup de réseaux sociaux, surtout les Facebook, entre autres, je suis pas très Twitter en ce moment, mais Facebook, ça va bien. Puis les mèmes frappent beaucoup mon imaginaire. Parce que là, en une image ou 2, 3 images avec quelques mots, puis avec des fois des maquillages on peut faire passer un événement. Et c'est là, des fois, là, qui est le pouvoir de la photo, du journal. La photo versus une vidéo.
une photo, c'est dans ça n'a pas le même impact dans notre cerveau. J'ai pas d'études scientifiques de ça, mais moi, je l'ai vécu et je le vis. Donc, je l'apprécie. C'est pour ça que je vous en parle ce soir. Les mèmes, là, j'aimerais savoir si, là, dans notre gang, là, Alexandra, tu connais quelqu'un qui me fait des mèmes, puis je veux apprendre à en faire, mais si tu en connais des bons, on peut jamais en échapper un. Faut absolument les garder de notre bord, puis essayer de les influencer pour qu'ils écrivent ou qu'ils imagent nos pensées. Moi, quand je faisais des pamphlets publicitaires ou des choses comme ça, j'adorais travailler avec des graphistes parce que dans mes messages de vente, j'essayais de le faire dans un pamphlet que le gars, les pamphlets que tu passes au porte-à-porte, là, ça a une durée de vie de même pas 30 secondes. Donc, j'essayais de faire de quoi des deux bords avec des couleurs. Puis, ça semblait être pas pire. Mais c'est vrai, les images, là, ça peut vraiment être très puissant là, au niveau de la communication. Puis, c'est vrai que si les gens de notre côté maîtrisaient la production des mèmes, évidemment que ça nous donnerait plus d'impact au niveau de la communication. Mais pour ça, c'est sûr qu'on pourrait pas tout maîtriser Photoshop, là. Il faudrait peut-être trouver les bons petits logiciels pour faire des mèmes, que ça soit pas trop compliqué ou qui démocratise ça, là. Je sais pas si Alexandra, Aujourd'hui, Photoshop, c'est un must, là, c'est comme Word. Tout le monde connaît ça, Photoshop. En principe, là, tout le monde a une formation de Photoshop maintenant, au moins de base. Là. Puis, c'est un incontournable. Tu es capable de faire ça, toi, des mèmes? Moi, des mèmes? Ouais. Ben, j'en ai fait quelques-uns, là, mais c'est parce que moi, je suis active du côté anglophone, des fois, dans les communautés de jeux vidéo. Là. OK. Mais, oui, j'en fais, là, mais je suis pas... je suis pas une sommité. Là. Un mème qui pogne, c'est un peu un hasard. Là. C'est juste que ça a vraiment frappé. Là, puis, je suis très d'accord. Puis un de ceux que j'aime voir ces mèmes, c'est Guy Tremblay. Lui, des fois, là, il y en a des percutants. Puis qui fait des mèmes aussi? Moi, Aprilus, c'est pas pareil. Là. Aprilus fait des dessins assez... c'est osé des fois, là. Il vient de où, lui, Aprilus? C'est un caricature. Il fait des... Pas caricature. Ben, il fait des dessins, là. OK. Si vous voulez un bon exemple de mème que j'ai vu, là, c'est sur la page de DMS. C'est un mème que j'avais vu ailleurs, là. Ils l'ont juste repris. C'est... je sais pas si vous l'avez vu, c'est la tête de chat qui se fait forcer un drapeau gay dans la bouche. OK. Non, vous l'avez pas vu, lui? Non, je ne l'ai pas vu. C'est une main, c'est écrit toutes les compagnies dans les réseaux sociaux avec un drapeau gay dans la main. Puis là, il y a une tête de chat qui veut vraiment pas l'avoir dans sa bouche. Puis c'est écrit sur le chat, c'est tout le monde. Faut que vous allez le voir pour comprendre. Là. C'est dur à décrire. C'est ça. Oui, c'est dur à décrire, mais c'est très drôle. Il y a une page ça vient qui s'appelle... Oui, vas-y. Il y a une page Facebook qui s'appelle Tu m'aimes-tu. Mais Tu m'aimes-tu, M-E, trait d'union, T-U. Puis ça, c'est juste des mèmes, je pense, qui sont là-dessus. Là. Donc, il y a les mèmes post-clitoridiens inclusifs aussi, là. Oui, je me suis abonné à cette page Facebook-là aussi, puis fois de temps en temps, il en lance des bonnes, effectivement. Oui. Écoutez, ça va clore le sujet. Est-ce que, Hugo, tu avais d'autres choses à nous dire, ou Alexandra, je vous laisse aller. Allez-y, ça va bien ce soir. OK, moi, je vais vous parler de vote ethnique. Parce que souvent, je lis des articles de Gilles Verrier qui publie sur Radio Infocité, non, sur Vigile. OK. Et lui, j'aime bien sa ligne parce que c'est un peu sur la même ligne que moi, là, le nationalisme ethnique. Parce que je trouve qu'au Québec, là, OK, c'est pas de notre faute, là, mais on est innocent.
parce que on est en train vraiment de... Là, on dit, ah, tu sais, le vote ethnique, c'est mal, puis, tu sais, alors qu'en fait, ce que les Canadiens français doivent faire au plus vite, avant qu'on tombe en minorisation, ben, c'est de faire du vote ethnique. Voilà. Ça prendrait un parti canadien-français. Moi, c'est ça que j'attends. Pas un parti républicain, tu sais. Je le sais, là, il y a des nouveaux partis patriotes, mais ils sont toujours un peu sur une ligne républicaine, le nationalisme civique, tu sais, pour tous les Québécois, tu sais. C'est ça que Jules Verrier parle dans son article que j'ai publié, qui s'appelle « L'État du Québec n'est pas notre ami ». Et lui explique bien là, comment est-ce que, dans le fond, j'aime la façon qu'il a de le dire, c'est qu'il dit que l'État du Québec est là pour accompagner la nation canadienne-française vers sa minorisation, tu sais. Tranquillement, ça serait comme si que l'État du Québec nous amène tranquillement vers notre cercueil, tu sais. Tous les grands indépendantistes ont dit à toutes les fois qu'on avance dans la connaissance de notre histoire, on réalise que le Canada, c'est une grosse supercherie, que ce qu'on nous livre comme message aujourd'hui est complètement galvaudé, puis qu'il faut... puis il y a des gens qui le croient. Quand Mélanie Joly dit que John A. Macdonald est un grand Canadien, elle cherche pas à manipuler les gens. C'est l'histoire qu'on lui a livrée. C'est ce qui est enseigné dans 90% des universités au Canada, dont le Québec fait partie. Donc, c'est ça qui est... on aurait le goût de se fâcher. C'est intéressant ce que tu me parles là, Hugo, parce que quand tu regardes, puis moi, ce qui m'enrage, c'est de voir des fois là, des gens, des Canadiens, s'inquiéter du pourcentage de Québécois à l'intérieur du Canada. Ils disent « Ah ouais, mais là, il faut accueillir plus de monde parce que là, on va baisser dans notre pourcentage vis-à-vis le Canada. » Je m'en fous! Je veux sortir de cette gang-là. Je veux pas voir mon chiffre monter ou descendre. Ils feront ce qu'ils voudront de l'autre bord. Mais on est loin de la coupe aux lèvres au niveau de l'indépendance. C'est pour ça que j'étais déçu, moi, un peu aujourd'hui. Écoutez, j'ai vécu un petit peu... j'étais un peu fâché, mes chers amis, Alexandra. Puis si vous avez suivi un peu le dossier de la Fondation Équipe Québec, puis vous avez suivi un peu ma page Facebook aujourd'hui, on a eu, disons, une petite roche, là. On a un petit caillou, là. Comme disait Jean-Martin Hassan, là, on a eu un petit caillou dans notre soulier aujourd'hui. Mais je vais vous en parler par la suite. Mais je suis d'accord avec toi. L'histoire canadienne, le Canada qu'on chante à tous les jours, a travaillé à notre disparition et travaille encore à notre disparition. Puis tu as des gens complètement mystifiés qui chantent ça en devient enrageant, mais il faut rester patient. C'est ça notre devoir, nous, si on voulait trouver un message à la résistance, puis il faut rester patient, puis peut-être dans le malheur de nous voir disparaître aussi. Parce que c'est ce que je réalise tranquillement. Mon passage à Laval, en revenant, je me disais, hey, tabarnouche, il y a des années d'ouvrage si on veut rechanger la tendance. Nos adversaires se sont occupés de nous autres en 95. Ils nous ont fait sentir coupables d'ethniques, puis ils nous ont répété les phrases de Parizeau à toutes les fois qu'on voulait montrer là, qu'on existait. Puis on a eu le summum avec McBain, où on n'a pas réagi du tout. McBain, là, il a tiré sur des nationalistes, puis il a dit les Anglais back again. Il s'est fait monter à la tête par un message au Canada anglais qui est réel. C'est pas on nous haït, l'autre bord.
Puis nous autres, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de nous haïr. On a le droit de nous haïr nous-mêmes, mais on n'a pas le droit de les haïr. McBain, là, il s'est fait juger au Québec. Puis il n'y a même pas eu de... Il n'y a jamais été question de l'accuser d'attentat terroriste. De politique. Attentat politique, c'est encore pire. Parce il y a dans ces paroles là que dit que tout le monde a entendu au Québec. On le sait que ça existe, ce message-là. On voit l'attitude, on le voit juste avec les nouveaux arrivants. Puis encore une fois, je ne tire pas sur les nouveaux arrivants, je tire sur ceux... Oui. Il a juste été accusé de meurtre, là, prémédité. Oui. Il Non, été c'est ça. d'attentat terroriste. Non, je sais. Puis en même temps, là, si on part ça, là, on peut se retrouver en 1840, là, 1849 à l'instant. De l'autre bord, là, ils se savent ils sont très sécures, hein? Moi, je me rappelle du silence du référendum de 95. Vous aviez quel âge, vous autres? J'avais 13 ans en 95. Toi, Alexandra? Je devais avoir 11 ans. On a 2 ans de différence. Moi, je me rappelle, j'étais à Lévis, puis je me rappelle du silence. Puis on a tous senti comme Québécois une certaine peur aussi. Avouons-nous-le ce soir. Moi, il y avait un silence là énorme de la fermeture des pôles jusqu'à temps qu'on nous dise qu'on avait perdu. On ne savait pas la réaction de nos adversaires. Et ça, c'est dans notre imaginaire et c'est dans notre inconscient. Et dans ce moment très émotif, les phrases à M. Parizeau étaient, à mon avis, là, avec le recul qu'on a maintenant, 25 ans, on peut dire que c'était nettement justifié. Parce que si on voit ce qu'ils ont fait depuis 25 ans, ça redonne du poids à ces paroles-là énormes. Énormes. Et on doit l'accepter dans le silence. Et on revient à la musique de Bozo les culottes. On revient on doit redévelopper des poètes, des gens qui vont nous exprimer notre vécu à nous actuellement. Puis c'est pas. Et puis le rap en ce moment, les jeunes écoutent beaucoup de rap. Je pense que. Mais j'écoutais Raymond Lévesque encore aujourd'hui sur des poèmes qu'il a faits. Puis qu'on est. On a du travail à faire, les amis. Vas-y, Alexandra. J'ai une question au sujet du référendum de 95, au sujet justement du vote ethnique. Dans le fond, juste m'éclairer un peu. Est-ce qu'il y a eu comme des naturalisations précipitées pour permettre de voter non à du monde qui, en principe, n'aurait pas dû pouvoir voter non? Ouais. Hey, je suis contente, Alexandra, que tu me dises ça. Puis le hasard est jamais. Il n'existe pas de hasard. René Ricard nous a montré lundi à son émission ce que tu viens de parler. La hausse des naturalisations pendant les 2 périodes référendaires, juste avant, quelques années avant, quand ils voyaient que ça arrivait de l'autre bord. Là, ils se sont mis à en naturaliser des milliers. Puis c'est la technique des démocrates aux États-Unis. Moi, je suis un partisan que le droit de vote ne devrait être donné qu'à partir de minimum 15 à 20 ans. Si on permet à des jeunes Québécois de voter seulement qu'après 18 ans, parce qu'ils ont suivi des cours d'histoire, puis là, on les a formés dans la société québécoise, un nouvel arrivant ne devrait pas voter avant au moins 15 ans. Pour les sortir aussi de ce jeu politique-là. Je le fais pas juste par repli par soi-même, puis non. Moi, je pense que les nouveaux arrivants, on doit leur donner un temps pour faire leurs idées politiques. C'est pas en les faisant venir et en leur faisant peur du méchant nationaliste. Ils sont là pour nous diviser. Je l'ai dit à des gens encore cet après-midi. Ce sont nos adversaires, ce sont des spécialistes. Puis ceux des nôtres qui collaborent avec eux, ils le font dans un silence insultant. Ils sont des spécialistes à nous diviser. Ouais, puis à venir nous voler nos sacoches pendant ce temps-là, voler nos richesses. Je rajouterais là-dessus parce que moi, je trouve que j'appuie ton idée là, que
les immigrants devraient avoir le droit de vote peut-être après 15 ou 20 ans. Parce que, entre autres, ça donnerait de la valeur à la citoyenneté québécoise, alors que là, elle n'en a aucune valeur, la citoyenneté québécoise. Dès que tu mets les pieds au Québec, automatiquement, tu es tout de suite considéré sur le même pied d'égalité que n'importe qui au Québec. Donc, mais t'es-tu sûr de ça? De quoi? T'es-tu sûr de ça? Parce que moi, je connais un Français, là, ça fait quand même longtemps qu'il est établi à Jonquière, puis il n'a même pas le droit de vote encore. À chaque fois que je lui demande... Oui, c'est parce qu'il n'a pas fait ses papiers. Parce qu'à chaque fois que je lui demande pour qui tu vas voter, il me dit « Je peux pas, je suis un maudit Français. » Non, Alexandra, ceux là, qui les amènent ici là, du Parti libéral, puis que Denis Coderre ne se tenait pas à l'aéroport de Montréal pour rien, il leur donnait sa carte de député pour qu'ils rejoignent aussitôt qu'ils sont arrivés, pour justement les inscrire à la liste électorale. C'est que ton Français, puis moi aussi j'en ai connu des Français de même, ils viennent ici puis ont très rapidement du plaisir et souvent leurs papiers sont négligés. J'en ai connu plusieurs. Puis ton droit de vote là peut arriver dans l'année que tu arrives. Puis ils devraient, en tout cas, si au fédéral, ils veulent faire voter n'importe qui, au provincial, pour des raisons culturelles aussi, on devrait avoir des mesures. Ça serait aussi important que la loi sur la langue. Si on se respecte un peu, là, on dit, pour voter, on doit avoir quand même un minimum là, puis c'est... donc, c'est ça. On pourrait développer là-dessus. Là, je me trompe-tu, mais si tu es un habitant d'une autre province du Canada puis que tu arrives au Québec, je pense que tout de suite, tu as le droit de vote. Là, je pense. J'ai l'impression. Oui. Puis il y a une nouvelle, là, je ne sais pas si c'est un fake news, là, je ne l'ai pas vérifié, mais Trudeau n'a pas justement permis à 2 900 000 nouveaux arrivants de voter aux prochaines élections fédérales. Là. J'ai vu ça passer à quelque part. Donc, hey, quand tu vas voter, là, si tu n'as pas rien, tu n'as pas de carte d'identité, rien, il y a quelqu'un qui m'a rappelé ça après-midi, tu vas voter, tu vas jurer sa Bible que tu restes dans le comté, puis tout, puis il te donne un papier, puis go, va voter. Puis on le sait, qu'est-ce qui s'est passé au référendum de 95? On sait aussi, là, ça vient de Trump. Fait que c'est sûr que c'est pas vrai, mais en tout cas, il y a certains messages qui lancent que les démocrates aussi aiment bien faire voter les nouveaux arrivants. Puis mais de la magouille politique, là, je pense qu'il n'y a pas aucun parti là, qui peut... ça joue dur, la politique aussi, là. C'est l'art de faire la guerre sans armes. Ouais, là, j'aimerais ça. Georges Tremblay, il a développé beaucoup là-dessus, puis il m'a éveillé beaucoup là-dessus. Que les Canadiens français sont une nation autochtone au Québec. Au même titre que les Amérindiens. Parce que nous, notre nation, on a colonisé le pays, le territoire par le ventre. Autrement dit... par épiphénomène. En faisant des petits bébés, là, tu sais. Alors que les Anglais, eux autres, ils ont colonisé, c'est la colonisation d'exploitation puis la colonisation de peuplement, je pense. Oui. Donc, ça fait qu'on a un statut d'Autochtone, nous, au Québec, puis peut-être qu'on aurait des reconnaissances à aller chercher de ce côté-là. Ouais, mais Hugo, là, comment je pourrais te dire? Là, on joue le jeu de plusieurs, là, justement sur les réseaux sociaux, c'est de jouer sur la réalité, là. Quand tu payes tes taxes, là, quand tu payes tes impôts, là, que tu leur racontes là, ces histoires-là, où c'est que ça va aboutir, ça? On va-tu voir ça de notre vivant? Là, puis c'est quoi que ça va changer réellement dans notre vie? Puis je suis d'accord que quand même, c'est Canadiens, Français, Québécois, puis on est quasiment là, dans l'avion avec Elvis Gratton, là, puis on se définit Québécois, Canadiens, Français, d'Amérique du Nord, Britannique. C'est des longs débats, ça, que une fois que dans la réalité, là, ce que j'ai vu, moi, aujourd'hui à Laval, toi, à Charlevoix, toi, Alexandra, tu serais où, donc? Dans quel coin, disons? La Rive-Nord. Ben, la Couronne-Nord. La Couronne-Nord, ouais.
Moi, je travaille à Blainville une couple de jours par semaine à cette heure-là. Puis, aussi boulot que c'est anglais dans ton coin. Mais, tu sais, moi, je travaille à Terrebonne-Ouest, là, puis jamais les anglophones me parlent en anglais, là. C'est bien rare. Oui? Peut-être que je dégage une aura, là, quelque chose. Peut-être, effectivement. Je leur dis jamais que je parle anglais, puis je fais juste leur parler en français, puis je sais pas, ils s'acclimatent tout de suite à ma dominance. Non, mais écoute, effectivement, Blainville, j'ai trouvé quand même, mais l'île de Laval, là, j'ai vu un gros changement. Écoutez, j'ai des amis aussi à Laval, puis de longue date, là, j'ai un copain qui travaillait chez Bombardier, il a vécu toute sa vie à Laval, puis il l'a vu de ses yeux vus, puis je pense pas ça négativement. Je veux pas non plus. On aura à vivre demain avec cette population-là on doit essayer d'une manière ou d'une autre à les intéresser à nous. Au moins ça. Je sens vraiment que le fédéral nous a envoyé une milice. Ils ont un message politique anglicisant qui, là, tu peux pas dire qu'ils le savent pas, là. Andropoulos, là, la libérale, là, qui nous traite de tous les noms, là, de nettoyage ethnique, là, dans son beau soute rouge, là. Je ne sais pas si Jean-Marc peut nous la trouver. Moi, je me rappelle quand elle s'est fait élire, là, à son investiture, ou elle a battu au moins Lawrence James. Elle nous a au moins débarrassé de Lawrence James. Mais dans son beau soute rouge, là, elle faisait Canadian. Puis dans ses derniers propos des dernières semaines, Andropoulos est vraiment la nouvelle arrivante ou de première ou deuxième génération qui ont entendu le message souvent du méchant nationaliste québécois qui mange des enfants le matin en déjeunant. Vraiment, eux, là, ils sont vraiment mystifiés. C'est ça qui est spécial, les amis. Comment on va faire pour... certaines personnes disaient que la gauche puis la droite, nous autres, ça n'a pas rapport avec la gauche puis la droite. Je la sens ni de gauche ni de droite, elle ne sait même pas ce qu'elle est. Ils savent souvent pas ce qu'ils sont. On ne peut même pas les accuser. Ils sont rien, en fait. Puis je voulais juste vous montrer un petit mot qui vient du débat actuel de Jean-Michel Goulet. Je trouve que le nom québécois n'est pas assez inclusif. Je propose de remplacer par être vivant. Donc, on est là-dedans. On est là-dedans, les amis. Je vous laisse jaser. Allez-y. Je propose le mot mammifère. Ah oui, on peut des mammifères. Vertébrés. Ouais, mais moi, je vais parler de Mathieu Bock-Côté, là. Parce que Mathieu Bock-Côté, là, il a bien les qualités, là, mais là, quand il dit que quand il croit à une renaissance identitaire au PQ, là, il me fait rire. Parce que là, il dit que la CAQ, en prenant tout le champ de la laïcité, ça laisse un espace sur l'immigration et la langue que le Parti québécois pourrait aller prendre pour, tu sais, ça aurait défini comme un parti identitaire au Québec, là, tu sais. J'ai trouvé qu'il rêvait en couleur, là, pas mal. Écoute, on a un attachement à notre langue, Hugo. Ne sous-estimons pas ça. On sent... Est-ce que les Québécois vont se réveiller à temps? Est-ce qu'on peut espérer... On s'entend-tu qu'il n'y a plus rien à faire avec ce parti-là? Là? Écoute... Ce parti-là va se faire avaler par Québec solidaire, je pense. Je peux pas me réjouir de ça. Je peux pas me réjouir de ça. Il y a d'autres personnes qui essaient d'expérimenter des nouveaux partis de démocratie directe, etc., etc. Puis tu regardes les structures de ces partis-là, puis tu dis, est-ce qu'on va tout recommencer une structure pour repartir à peu près la même affaire? C'est un parti politique, là. Si tes idées sont bonnes, Alexandra puis Hugo, on va aller vendre des cartes du parti qu'on va choisir. Puis si on est si beau puis si fin que ça, on est supposé de rassembler plein de monde. Oui, là, je veux un vrai parti identitaire
Canadiens, Français du Québec, parce que c'est ça que le système nous interdit de faire. C'est ça que le système nous dit que ça, c'est mauvais, il ne faut pas que vous alliez dans cette direction-là. Puis si on ferait ça, si on converge nos forces, non pas dans à vouloir réinventer la démocratie, mais juste en disant, on se base sur notre identité pour savoir où est-ce qu'on va voter, puis on vote tout en bloc massivement. Puis on arrête de se diviser dans différentes idéologies gauche-droite, tu sais. C'est comme on fait comme les Italiens qui votent tout en bloc, on fait tout comme les Grecs qui votent tout en bloc. Mais eux autres, ils se donnent le droit de le faire. Mais nous autres, le système nous l'interdit, puis là, on se sent toujours mal à l'aise. Là, tu sais, Ouais, mais attends un peu, c'est pas le système qui nous l'interdit. On est rendu conditionné à ça, là. Le grec puis l'italien qui votent tous du même bord, c'est parce qu'ils sont ici depuis 2-3 générations. Nous autres, on se fait diviser, puis on a des collabos puis des gens qui se font payer pour mieux nous exploiter depuis 260 ans. Donc, moi, là-dessus, j'ai des bémols. Moi, je pense que quand tu dis que le système, c'est le système qui nous a divisés depuis 260 ans et c'est le résultat qu'on a aujourd'hui. Puis, par contre, la chose qui nous rejoint, c'est que je pense qu'on est très conscients ensemble qu'on vit encore dans une colonie britannique, puis qui s'appelle maintenant canadienne, mais on n'a jamais eu le contrôle de notre destinée. Puis, c'est ça. Vas-y, Alexandra. J'essaie de rassembler un peu mes idées. Lâche ta baraque, Alexandra. Moi, je pense que en ce moment, on est en train de vivre une période de chaos puis de désordre. Ah oui. Mais qu'il y a beaucoup de ce chaos-là qui va finalement être absorbé par la majorité québécoise. Là. D'ailleurs, il y a mon chum qui m'a... tu sais, j'écoutais, je sais pas si c'était Radio Infocité ou... ouais, je pense que c'était ça. Il m'a demandé spontanément quand est-ce qu'on devient Québécois de souche. Puis moi, ben, j'ai dit tout simplement, c'est quand tes référents puis ton imaginaire est basé sur les idées québécoises, là, tout simplement. C'est que si tu connais rien d'autre que ça, c'est que t'es Québécois de souche. Rendu là. Ben, puis on se le cachera pas. Là. Un Québécois de souche, là, c'est les descendants des Français, l'Empire français qui existait jusqu'en 1760, puis en Amérique. Puis ces familles-là ont été coupées du reste du monde entier. On a vécu là miraculeusement. Puis là, on s'est réveillé à Révolution tranquille dans les années 50, même avant ça. C'est pas Révolution tranquille qui nous a mis au monde. Même avant ça. Puis on a eu de l'air d'un peuple. Hein? C'est René Lévesque qui dit quelque chose comme un grand peuple. Puis on est de ceux qui pensent que effectivement on mérite on pense qu'on apporte quelque chose dans le monde. Je comprends ça serait cette valeur qui passerait le balai là-dessus. Ça va donner... ouais. Je comprends ce que tu veux dire par là, mais je veux dire que les Canadiens français sont par défaut des Québécois de souche. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut devenir Québécois de souche? Puis Jean-Jacques Nantel, Jean-Jacques Nantel, lui, il dit qu'après 3 générations, t'es pas mal rendu Québécois de souche. Là. Moi, je pense à l'animateur de radio Jacques Fabi, là, qui a un grand-père italien. Il pense comme un Québécois, il parle comme un Québécois, puis ses référents sont tous Québécois. Là. Puis je vais te dire une autre chose. J'ai des frères qui ont eu du succès en affaires. Puis je peux te dire que moi, il y a des Québécois de souche qui ne sont plus pantoute. Il faut que tu aimes l'hiver. Si tu n'aimes pas l'hiver, c'est un des critères. Là, écoute, là, aujourd'hui, on a les avions puis tout ça. Mais si tu ne t'adaptes pas à l'hiver, tu n'aimeras jamais le Québec. Mais un Québécois de souche peut être en désaccord avec nous. Tu sais, je veux dire, un fédéraliste, on peut toujours reconnaître qu'il est Québécois de souche, même s'il y a des idées pas très bonnes. Oui. Non, absolument. C'est ça. C'est pas tes idées politiques qui font de toi un Québécois de souche.
On a toutes... Il n'y a pas personne... Mais on se reconnaît entre nous. On se reconnaît tous entre nous. Ah oui. C'est comme... je donnais l'exemple, Grégory Charles. C'est un Québécois de souche, d'après moi. Là. Ben oui. Il parle comme un Québécois, il pense comme un Québécois, il se réfère à une vision québécoise, un vécu québécois. Je suis un peu d'accord avec Nantel. En moyenne, c'est 3 générations. Là, puis là, on commence pas mal à être absorbé. Oui, absolument. J'ai de la misère avec l'identité québécoise quand j'ai un grand pourfendeur de la nation canadienne française puis de notre culture de Westmount qui s'adresse à nous autres puis qui dit qu'il a honte d'être québécois, tu sais, ou à cause de la laïcité. Fait que, tu sais, mais on le reconnaît pas comme Québécois, c'est ça? Ouais, on le reconnaît pas. Je veux dire, c'est un Québécois du point de vue civique. Mais c'est pas un Québécois de souche. On le reconnaît pas comme ça. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'on a confondu les deux, Québécois civiques, puis oui, je suis très d'accord avec toi. Parce qu'à cette heure, là, tout le monde se dit Québécois, puis ça arrive, oui, je suis Québécois, mais canadienne. Puis là, ça... Non. Moi, je pense que c'est de plus en plus difficile d'être cohérent et de dire que tu es Québécois puis Canadien en même temps. Moi, si tu dis ça, j'ai des questions à te poser. C'est comme les cultures québécoise. Il y a une culture québécoise, une particularité québécoise, mais francophone, puis elle se véhicule à travers la musique, la TV, l'éducation, mais je pense pas qu'on la partage avec les Anglais de Westmount. Tu sais, eux, là, ils vivent pas la culture québécoise. Ils écoutent c'est des Canadiens, des Canadiennes, je pense. Mais tu sais, les Juifs là, assidiques qui sont là depuis très longtemps, là, de feeling, là, on les considère pas comme des Québécois de souche. Même s'ils sont peut-être nés ici, puis ils parlent anglais, puis ils s'enferment entre eux, mais tu sais, ils sont pas l'un des nôtres, on le sent pas, ça. Ben non, c'est ça, effectivement. Oui, puis ça... Oui, ça, c'est ça que je voulais dire, je trouve qui est très important. Puis, parce que on intellectualise beaucoup ça, les identités. Puis, mais quand on rencontre un des nôtres, là, on le sent, c'est quelque chose de naturel, tu sais. Oh. Puis, même des fois, ça veut pas dire que c'est des Québécois, des familles souches québécoises. Mais tu rencontres quelqu'un qui a immigré au Québec depuis pas nécessairement beaucoup de générations, mais tu le reconnais, tu sais, tu sens qu'il y a une familiarité. Cette personne-là s'est joint à nous comme notre ami cubain. Tu sais. J'allais dire la même chose. Ricardo, là... de par ses réparties, puis ce qui est maintenant, quand il nous dit ce qu'il aime maintenant au Québec, je vais te dire, lui, la souche a pogné vite sur lui. Là. Oui. Puis on n'en demande pas plus. On n'en demande pas plus. J'ai un petit bémol là-dessus. Je ne considère pas Ricardo comme un Québécois de souche. Non, c'est ça, je suis d'accord. Je le considère comme un Québécois d'adoption, qui est un titre très prestigieux, là, puis très honorable. Par exemple, mes beaux-parents, je les considère comme des Québécois d'adoption. Ils ont toujours leur accent, ils ont toujours un petit peu de misère à s'exprimer, mais tu sais, ils aiment le hockey, ils me chicanent quand je mets du poulet dans ma poutine parce qu'il dit que c'est pas assez authentique. Tu sais, il a pris beaucoup de plis, là, c'est très intéressant. Puis leurs 3 enfants, ils parlent tous comme des Québécois, ils écoutent du François Pérusse. Tu sais, mon chum s'est fait dire à son travail, toi, t'es un vrai Québécois. Ah oui, je serais là. Ah ouais. Puis, comment je pourrais dire, c'est pas une définition à laquelle je m'arrête. Mais
quand on veut décrire ce qu'on veut décrire, là, un Québécois de souche, un Tremblay, un Brochu, puis ça peut être d'autres noms, là, parce que je veux pas faire mon Éric Zemmour, là, parce qu'Éric Zemmour, lui, sans me dire, parce qu'il y a eu un débat en France là-dessus. Ah, là, ouais, je me rappelle. Il faut absolument que tu aies des noms français pour te montrer français. Ben ça. Mais en même temps, je suis un peu d'accord avec, entre autres, la ligne à Gilles Proulx qui dit que les parents appellent leurs enfants Matthew, Andrew. Ah non, ça, j'aime pas ça non plus. Noah, là, maintenant, c'est Noah. Ah ouais. Donc, il y a des beaux noms québécois qui méritent que, en tout cas, faites l'inventaire avant d'en choisir un autre d'ailleurs. Puis, mais encore là, c'est une autre affaire. Ça démontre juste, ça nous fait rire, là. Je me rappelle de Zemmour, mon chum l'avait écouté avec moi, puis il se disait, coudonc, ben, je vais changer mon nom pour Samuel de Champlain. Ouais. Zemmour va parfois un peu loin, je trouve. Puis, pour revenir à Boc-Côté, Hugo, je vais te dire, ce soir, on a toute une émission. Alexandra qui s'attaque, pas qui s'attaque. Non, tu t'attaques pas. Non. Je suis une consommatrice de Alexis Cossette. Ben oui, fait que tu l'aimes bien, puis on l'aime bien, Alexis. Mais une remise en question de son ordi. Oui, et d'une émission là, où il se disait victime de complot. Toi, tu as remis les pendules à l'heure aujourd'hui à Alexis. Donc, on conseille à Alexis Cossette-Trudel d'arrêter de penser qu'il est victime de complot et qui fasse juste changer d'ordinateur. Apple, c'est mal. Faut pas acheter puis il est peut-être victime. Puis je pourrais peut-être aussi conseiller Alexis, il est peut-être victime de son succès. Et quand il y a plus d'auditeurs, ça doit tirer plus de jus. Je ne sais pas comment ça marche. Donc, peut-être... C'est sûr, là. C'est parce qu'il a commencé à faire des streamings sur d'autres plateformes. Là. Il y a VK qui s'est rajouté. Là. Plus tu fais de streaming, plus ça demande de jus, plus ça fait de chaleur. Puis plus, le MacBook Pro, il veut exploser. Donc, la logique est là. On peut... c'est tes arguments de la science. Très solide, très solide. On voit que tu es bien conseillé aussi. Puis, j'ai adoré l'émission avec toi ce soir. Puis toi, Hugo? Oui. Oui, on va annuler Steve Fortin. On va reprendre. C'est ça que je vais dire là, aux gens. Écoute, Steve Fortin, on va en parler demain. On a eu une émission tellement intéressante que vous m'avez un peu calmé. Parce que j'ai eu à la Fondation Équipe Québec aujourd'hui, autant qu'on a eu des belles journées, aujourd'hui, on a eu une moins bonne, disons. Puis je voulais en parler ce soir, mais je vais en parler demain à l'émission. Puis je risque d'être en studio avec François et je vais pouvoir avoir les gens en ondes. Parce que j'ai beaucoup de monde à qui parler demain pour le dossier de la Fondation Équipe Québec. Je tiens à vous dire, il y a de très bons articles là, de Steve Fortin qui va apparaître dans le Journal de Montréal demain, puis dans le Journal de Québec, sur de quoi avez-vous peur, Mme Charest. Autant que j'aimais Mme Charest il y a quelques semaines, là, sa réponse par rapport à la Fondation Équipe Québec pour des équipes Québec m'a énormément déçu. Mais on reste patient. On est encore une fois des indépendantistes. On doit plier les chines et on va... les maîtres disent souvent aux esclaves, regarde-moi pas quand je te parle. Fait que, donc là, notre gouvernement nous a dit d'attendre. Donc, on va baisser la tête puis on va attendre. Hugo, toi, là, ce soir... Oui. Ni plus ni moins, tu as attaqué un de mes idoles, Mathieu Bock-Côté. Puis je suis très content. J'aime ça voir des gens critiques. J'ai pris l'habitude de l'attaquer à chaque émission là, parce que j'aime ça l'attaquer lui parce que tu sais, là, il vient de frapper un mur en France, il vient de se faire comparer au professeur Forisson. Puis moi, là, le message que j'aurais à dire à Mathieu Bock-Côté, là, c'est que s'il pense qu'il va être s'il pense qu'il il peut être Éric Zemmour en France, là. Il n'est pas Éric Zemmour qui veut, là, tu sais. Éric Zemmour, il peut se permettre de dire des choses
parce qu'il appartient à la communauté juive. Mais Mathieu Bock-Côté, non, il peut pas aller aussi loin que Zemmour. Puis il l'a appris à la dure il y a 2-3 jours. Là, il s'est fait comparer au professeur Forisson, puis il l'a pris vraiment dur, en tout cas. Hey, tu pourrais-tu m'expliquer c'est qui ça, Forisson? C'était quelqu'un d'identifié de l'extrême droite, c'est ça? Moi aussi, je l'ai vu, cette attaque-là. J'ai vu que ça semblait être un gros nom. Là. C'est qui ça, Forisson? Professeur Forisson, il est décédé, je pense, environ 1 an. C'est une personne qui a étudié l'existence des chambres à gaz, mais dans une démarche scientifique extrêmement rigoureuse. Puis c'est un homme qui était extrêmement attaché à la méthodologie, à la rigueur scientifique, à l'exactitude. Puis cet homme-là a consacré sa vie à étudier l'existence des chambres à gaz, puis il n'a jamais réussi à le prouver. À trouver une preuve de l'existence des chambres à gaz. Donc, puis toute sa vie, il a demandé d'avoir la possibilité de pouvoir d'en débattre avec les universitaires. Les adversaires qui remettaient en question ses recherches. Puis, on lui a toujours refusé ce débat-là. Donc, il était agressé physiquement au moins une fois sévèrement. Il a été attaqué par la justice française plusieurs fois. Donc, c'est ça. Donc, moi, c'est... oui, Mathieu Bock-Côté, c'est effectivement, là, c'est la première fois qu'on le voyait se faire brasser là, sur un plateau en France. Puis, j'ai quand même... il l'a traité de con. J'aurais aimé ça qu'il garde... moi, si j'avais été son coach, son entraîneur, excusez, si j'avais été son entraîneur, là, j'y aurais dit peut-être une moins bonne performance, Mathieu. Là. Aurait fallu peut-être qu'il garde son ton. Moi, j'ai trouvé qu'il avait pogné avec, parce que celui là, qui l'a insulté, là, je me rappelle pas son nom, là, une genre de tête spécial, là, on le reconnaît assez facilement. Là, ça avait l'air être un particulier là, comme polémiste. Ça avait l'air plus un polémiste qu'autre chose. Puis j'ai trouvé que Mathieu Bock-Côté aurait pu juste l'ignorer. Mais c'est ça, parfois, dans ces plateaux-là, c'est le genre de spectacle qu'on veut avoir. Donc, Alexandra, je vais te laisser conclure. L'émission tire à sa fin. Avais-tu quelque chose à nous dire pour terminer l'émission en beauté? Qu'est-ce que je fais si je veux avoir un gilet d'Équipe Québec? Voilà une excellente question. On va sur le site de la Fondation Équipe Québec et vous allez avoir là, toutes les indications. Vous allez voir même les modèles. Puis, c'est ça, tu vas sur le site, tu peux le commander. Puis, je sais que Stéphane en a eu une commande là, dernièrement, dans les derniers jours. Donc, parfois, il faut être patient. Mais normalement, dedans d'un mois, là, après ta commande, tu vas recevoir ton gilet. Bon, ben c'est noté. Je vais peut-être aller faire du magasinage. Beaucoup de monde trouve notre gilet très beau. Là. Notre kangourou, là, le bleu, beaucoup de personnes me disent qu'ils le trouvent très beau. Alors, effectivement, toutes les fois que vous achetez un gilet, le kangourou est pas cher, 65$. Ben, c'est cher. Hey, tu deviens un panneau publicitaire pour une idée qui... donc, pour une cause, là. Hein, ben oui, c'est ça qui est important. Puis, donc, merci, Alexandra, de ta présence ce soir. C'est toujours apprécié. J'ai adoré ton angle d'attaque ce soir. Et on va se revoir, nous autres, dans 2 semaines. Hein, c'est ça? Dernière avant la Saint-Jean-Baptiste. Ok, oui. Parfait. Carl. Vas-y, Hugo. Juste une petite intervention concernant l'équipe Québec, là.
Oui. Je trouve ça vraiment beau, les développements, les derniers temps. Toute votre gang, là, ça fait des années que vous travaillez fort. Puis là, maintenant, là, on voit que là, ça commence à porter fruit, vos efforts. Puis là, je me demande si la CAQ n'ont pas refusé la motion du Parti québécois parce qu'ils ont senti que c'est de la récupération politique qui allait marquer des points là, avec ça, le Parti québécois, alors que... Oui, absolument. Puis moi, je vais te dire, je vais en parler demain, mais parce que je vais avoir des invités spéciaux. On va avoir 2 parties à l'émission demain. On va avoir une partie pour la Fondation Équipe Québec dans la première heure. Même que je me demande si on ne prendra pas des heures qu'on avait pour... je vais demander à Jean-Marc pour demain. C'est-à-dire des heures qu'on avait pour l'émission de sport. Peut-être commencer plus vers 8 heures. Je veux parler de la Fondation Équipe Québec parce qu'il y a eu beaucoup de développement. Il y a beaucoup de monde qui veulent nous parler. Donc, parfait. 8 heures demain. On va faire une émission spéciale d'au moins 1 heure. Puis ensuite, j'ai des invités aussi de Citoyens au pouvoir qui veulent nous parler là, du congrès qu'il va y avoir en fin de semaine. Mais la première partie de l'émission, ça va être la Fondation Équipe Québec. Je vais essayer d'avoir Stéphane Allinger, Bob Sirois. On a beaucoup de choses à vous dire. Puis, écoutez, aujourd'hui, là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Puis, j'ai pas assez là, de 5 minutes. J'étais un peu déçu, mais ce qui ne tue pas renforce. Et c'est ce que on lâchera pas parce que le gros appui qu'on a eu, il faut regarder, c'est Jacques Tanguay. Jacques Tanguay il n'a pas fait cette sortie-là. Je pensais que c'était un hasard. Je vais vous en parler demain, mais je pense que finalement, ce n'est pas un hasard. Et je crois qu'on va avoir encore de très belles nouvelles à vous donner demain. Ça nous donne une journée de plus pour vous avoir plus de bonnes nouvelles. Alors, merci Hugo. J'ai peut-être une petite suggestion. Vas-y, Alexandre. Vous pourriez peut-être offrir des gilets aux députés. Très bonne suggestion. Écoute, c'est dangereux. Il va falloir que je fasse attention. Je vais me mettre une cape de plomb. Quand je te fais des émissions, tu sembles lire dans mes pensées. Mais donc, effectivement, c'est des idées qu'on a eues. Puis, on n'arrêtera pas, là. Là, c'est sûr, je vous l'ai dit, le train est parti. Puis, c'est terminé. Là. On va avoir des équipes Québec. Quand c'est une question d'année, là, ça commence à ressembler plus à une question de mois. Puis, ou sinon, là, en tout cas, j'ai hâte de voir. Ça serait un beau on sait que le Bloc québécois va le mettre dans sa plateforme. Puis, ça pourrait être encore une fois, là, on pourrait faire chanter les conservateurs là-dessus. Il me semble qu'on pourrait leur dire votre tube de slush aux fraises que vous voulez passer, là. Ben, si vous voulez des équipes Québec, peut-être qu'on va... Mais en tout cas, c'est ça. C'est le jeu des négociations. Puis une campagne électorale, ils aiment tellement ça, nous faire croire toutes sortes d'affaires, que là, les Québécois pourraient leur faire croire aux conservateurs. Il faut faire chanter le Parti conservateur à notre projet. Les conservateurs, ils nous ont admis comme nation. Puis en ce moment, dans l'électorat, entre le Bloc québécois, puis il n'y a pas grand-chose qui reste là au Bloc québécois à part l'environnement. Puis j'ai bien hâte de voir. Le sujet d'équipe Québec est maintenant d'actualité. Ce qu'on n'avait pas, là, Stéphane Allinger et toute la gang depuis qu'on travaille. Donc, oui. Oui, c'est ça. T'as bien raison. Puis, tantôt, là, il y a une Française qui t'a attaqué sur ta publication, Maggie Reed. Est-ce que tu avais vu ça, son commentaire? Parce que Maggie, c'est une fille que... Oui, vas-y. Une Française, là, puis je pense qu'il faudrait vraiment que vous le répétiez souvent, là, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas ce que vous faites.
elle a dit, là, est-ce que c'est tout ce qui te préoccupe, Carl? Tout est réglé, il ne reste que des équipes nationales. Je veux absolument bâtir un penthouse dans un immeuble qui va s'écrouler. Il y en a qui comprennent pas votre démarche. Puis, ça, là, c'est... je suis content que tu en parles aussi. C'est le genre d'opinion. Oui, vas-y. Je pense que il faut que vous répondiez souvent à cette objection-là, parce que c'est dans le fond, ça doit être toujours un peu la même objection qui vient. OK. Oui, puis c'est vrai. Hugo, il y a un partisan de la région de Québec qui m'a écrit « Vous ne trouvez pas qu'il y a d'autres choses de plus importantes à régler? » Donc, ça, c'est une phrase qui revient tout le temps. Puis dans mes arguments de vente, il faut toujours avoir 5 réponses à ça. Puis, c'est ça, c'est la réponse typique là, de la personne qui pense qu'on ne peut pas marcher puis mâcher de la gomme en même temps. Donc, puis ce qu'on va parler demain, entre autres, là, qui m'agace énormément dans l'argumentaire qui joue à l'encontre des équipes Québec, c'est qu'on essaie de faire de la politique avec ça. Puis nos adversaires essaient de nous faire croire que le fédéral puis le Canada en fait pas de politique, lui, avec ça. Puis c'est vraiment... on se ferme les yeux là-dessus. Ciccone nous a servi le même argument. Il dit, moi, je fais pas de politique avec ça. Puis d'essayer de nous dire qu'on veut faire de la politique sur le dos des athlètes, en sachant la popularité des athlètes. Bien là, on joue vraiment là, au mélodrame. Puis il faut garder l'argumentaire. L'argumentaire est tellement fort qu'on va essayer d'être patient et pas trop répliquer à ça. Oui, son commentaire à Isabelle Charest était vraiment décevant. Là. Quand elle dit qu'il ne faut pas faire de la politique sur d'autres athlètes, puis alors que le Canada, c'est ça qui fait, puis nous bourre de propagande. Regardez ça, les Sœurs du Faux, puis tout ça, comment qui est. Puis je sais aussi, pour que des athlètes pan-canadiens comme Isabelle Charest, eux autres, ils ont aussi leur fan club du Canada anglais, puis tout ça. Ils ont été élevés, Isabelle Charest a été élevée dans le système olympique canadien, donc ils les chouchoutent, ils leur disent qu'ils sont belles, puis qu'ils sont fines, que c'est les meilleurs. Puis donc, il est difficile par après là, de leur cracher au visage. Mais elle le prend comme ça, mais c'est pas ça, tabarnouche. On veut pas cracher d'en face à personne, on veut juste exister, tranquillement, sans faire de bruit. Une équipe à la fois. Permettez-nous juste cette année une petite équipe de curling. Puis après ça, on vous jure de ne pas vous déranger. Puis l'année prochaine, on aimerait avoir une équipe de cricket. Puis par la suite, peut-être qu'on va avoir le cheval à cheval aussi bientôt. Puis si on fait de la politique sur le dos des athlètes de fer à cheval du Québec, ben on s'en excuse beaucoup. Alors merci tout le monde. Demain, merci Hugo, merci Alexandra. Puis on se revoit demain 8 heures. Demain 8 heures, une émission de sport. Puis ensuite, on va avoir des invités de Citoyens au pouvoir. Merci et à demain. Salut tout le monde, bonne soirée. Bye. C'était le Journal du Soir, au micro de radioinfocité.com. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.